Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Planétaire, l'émission qui traite des questions environnementales en Afrique de l'Ouest. Cette semaine, nous parlons de l'insécurité alimentaire qui touche plusieurs pays ouest-africains, une insécurité alimentaire aggravée par les inondations, notamment au Sénégal et au Mali. Plusieurs localités dans l'est du Sénégal sont sous les eaux suite au débordement des fleuves Sénégal et Gambie. Au Mali également, des dizaines de morts ont été enregistrés après les fortes pluies ces derniers jours. Environnementalistes et biologistes élèvent ainsi la voix pour attirer l'attention sur l'urgence de renforcer la sécurité alimentaire dans ces pays. Pour corriger cela, c'est pas du tout facile. Il faudrait que l'État vienne en aide avec les partenaires internationaux et même le secteur privé aux victimes de ces inondations. Après cette crise-là, il faut vraiment s'inscrire dans une durabilité de la production agricole. On va en parler avec Dr Nala Mbaye, enseignant, chercheur au département de biologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Ahmed Sékou Diallo, président de la plateforme des acteurs de la société civile malienne pour le climat, l'environnement et le développement durable. Dans la seconde partie de ce magazine, nous allons parler de la journée mondiale de l'énergie observée le mardi 22 octobre dernier. Nous allons faire le point sur l'électrification rurale dans quelques pays ouest-africains, toujours en train dans certaines localités. Planétaire, le futur de l'environnement commence ici et maintenant. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus. Elles sont plus de 700 000 personnes dans le Sahel touchées par l'insécurité alimentaire dans plusieurs pays ouest-africains. Selon la FAO qui sonne l'alerte, ces personnes vivent dans des zones submergées par les inondations massives ces dernières semaines, des inondations qui mettent en péril leurs moyens de subsistance, notamment les terres agricoles. Plus de précisions avec Laura Onkpeton. Selon la FAO, les inondations au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Nigeria, au Sénégal et au Tchad ont des effets dévastateurs sur la sécurité alimentaire. Plusieurs étendues de terres agricoles sont inondées surtout au Mali, au Nigeria et au Sénégal. Une situation alarmante qui risque d'affecter plus de 700 000 personnes, mais aussi de mettre en péril les moyens d'existence de millions d'habitants du Sahel. D'après la FAO, au moins 113 000 hectares de terres agricoles ont été inondés au Mali, tandis que le Nigeria enregistre plus de 204 000 hectares de terres agricoles submergées. Des pertes qui compromettent les récoltes dans des régions où l'agriculture est non seulement une source de subsistance, mais aussi un pilier de la sécurité alimentaire. En plus des terres inondées, des infrastructures agricoles sont également endommagées, ce qui rend difficile l'accès aux champs et aux marchés. L'organe onusien recommande ainsi l'importance de renforcer les systèmes d'alerte précoce, mais aussi les capacités locales à anticiper et à atténuer les impacts des catastrophes climatiques. Toujours selon la FAO, les gouvernements et les organisations humanitaires doivent agir rapidement pour soutenir les communautés affectées en mettant en place des mesures de secours et en soutenant la reconstruction des infrastructures agricoles. Laura Onkpeto, merci. Au Sénégal, ce sont plusieurs localités dans les régions de Tambacounda et de Matam qui sont frappées par les inondations. Cela fait suite au débordement des fleuves Sénégal et Gambie. Les populations de ces localités sont sous la menace d'une insécurité alimentaire avec des conséquences graves. On en parle avec Dr Nala Mbaye. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant, chercheur au département de biologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci d'avoir accepté notre invitation. 15% des ménages en zone rurale vivent en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle selon une étude de la FAO. Les femmes et les enfants sont les plus affectés. Comment comprendre cette situation? Alors, comme vous l'avez dit, c'est vrai, 15% des ménages en zone rurale vivent en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Comme on le sait, ces ménages ruraux sont souvent beaucoup plus dépendants de l'agriculture de subsistance et cette agriculture de subsistance
se concentre essentiellement sur la production de denrées alimentaires qui sont principalement destinées à la consommation de ces ménages-là. Ainsi, lorsqu'on se trouve dans des situations où les récoltes ne sont pas bonnes en raison de conditions climatiques défavorables, comme les inondations, comme les infestations des cultures par des bioagresseurs tels que les insectes, alors ces ménages vont se retrouver très rapidement en insécurité alimentaire car leur approvisionnement en nourriture dépend directement de leur production. Alors, ces agriculteurs de subsistance dans des zones de risque comme les zones inondables vont être particulièrement vulnérables au choc climatique et alors ce qui va entraîner des pertes de récoltes et donc une insécurité alimentaire. Par ailleurs, avec la pratique également de la monoculture, l'agriculture de subsistance limite la diversité alimentaire des ménages, ce qui rend les populations beaucoup plus vulnérables à la malnutrition et à l'insécurité alimentaire. Et cette faible diversification alimentaire peut également augmenter les risques de carence nutritionnelle, notamment chez les enfants et les femmes enceintes. Alors, évidemment, ces femmes, et tout comme les enfants, vont être beaucoup plus affectés. D'ailleurs, dans son rapport qui date de 2019 sur l'insécurité alimentaire et la nutrition dans le monde, alors la FAO avait indiqué que les risques d'insécurité alimentaire étaient 10 fois plus élevés chez les femmes que chez les hommes, parce qu'en réalité, les femmes ont un accès très restreint aux ressources productives, comme la terre, comme les intrants agricoles, le bétail également. Et ces derniers, la terre, les intrants, le bétail, sont des facteurs clés de la sécurité alimentaire, tout comme l'accès au crédit et également à la formation. Les inondations qui touchent plusieurs localités à Tambacounda et à Matam peuvent-elles augmenter les risques d'insécurité alimentaire chez les populations? Oui, effectivement, les inondations qui touchent plusieurs localités à Tamba et à Matam peuvent considérablement augmenter les risques d'insécurité alimentaire chez les populations locales. Qu'est-ce qu'on a observé? Rappelons que par rapport à la montée de ces eaux du fleuve Sénégal, il y a eu plus de 55 000 personnes qui ont été affectées. Il y a eu plus de 1500 producteurs agricoles qui ont été touchés et plus de 1000 hectares de production agricole détruite. Ces inondations, en détruisant les parcelles, les récoltes, et considérant, comme nous l'avons dit précédemment, que l'agriculture est la principale source de subsistance, effectivement, cela va entraîner une baisse considérable de la production alimentaire et augmenter les risques d'insécurité alimentaire. Mais aussi qu'est-ce qu'on a observé? On a installé des abris provisoires du fait justement des inondations, ce qui fait que les ménages n'ont plus accès aux moyens de production agricole et cela va affecter les moyens de subsistance et rend la situation alimentaire encore beaucoup plus précaire. Et comment venir en aide à ces populations affectées par les inondations? Comment les sauver de l'insécurité alimentaire selon vous? Quelle politique faudrait-il développer? Je pense que pour venir en aide aux populations qui sont affectées par les inondations et les protéger de l'insécurité alimentaire, il faut d'abord une réponse immédiate, mais cette réponse doit être combinée justement avec des politiques de développement durable et de résilience climatique. Il est donc essentiel pour venir en aide à ces populations de répondre rapidement aux besoins urgents de ces populations à travers la mise à disposition d'abris temporaires pour les personnes qui sont déplacées, mais aussi d'équipes médicales. Et à ce titre, l'État du Sénégal a été très réactif en dégageant une enveloppe provisoire de plus de 8 milliards de francs CFA pour venir justement en aide aux personnes impactées, mais surtout, il faut s'inscrire dans une dynamique de relance des activités agricoles. Donc après cette crise-là, il faut vraiment s'inscrire dans une durabilité de la production agricole.
Regardez ce qui se passe au Sénégal. Mais nous sommes entièrement dépendants des importations de produits alimentaires, mais qui représentent plus de 70% des besoins de consommation du pays, et pour une valeur estimée à plus de 1000 milliards de francs CFA par an. Mais ça, c'est énorme. Alors, si on veut stabiliser la situation alimentaire justement après la phase de crise, c'est clair, il est important de redémarrer les activités agricoles, et cela peut se faire à travers vraiment un meilleur soutien, disons, à l'agriculture, en appuyant les producteurs davantage en semences, en reconstruisant les infrastructures agricoles qui ont été endommagées, mais surtout mettre en place une politique à long terme qui va prévenir, voire atténuer cette insécurité alimentaire. Docteur Nalambay, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur au département de biologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je vous remercie. Au Mali, le bilan des inondations revu à la hausse. Dans un communiqué paru le week-end dernier, le comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes dénombre désormais 84 morts. Près de 350 000 personnes sont officiellement considérées comme des sinistrés. Toutes les parties du pays sont touchées par les intempéries, mais les régions les plus impactées restent celles de Bamako, de Ségou ou encore de Gao. On en parle avec Ahmed Sekou Diallo. Vous êtes le président de la plateforme nationale des acteurs de la société civile malienne pour le climat, l'environnement et le développement durable. Nous sommes vraiment au regret, effectivement, de constater qu'il y a eu plus de 80 morts au Mali pendant cette saison hivernale, avec les inondations qui ont été constatées un peu partout. C'est déplorable parce que chaque vie compte, et 80 vies humaines, c'est beaucoup. Nous lançons toujours des appels pour que les précautions soient prises, que les caniveaux soient curés à temps pour permettre le passage de l'eau, et que les populations aussi arrêtent de construire sur les bras de fleuve ou bien bras de marigots ou sur le passage de l'eau, parce que l'eau reprend sa place après une saison des pluies. Bon, c'est vrai que nous avons vécu quelques années de sécheresse, mais avec les changements climatiques, les pluies redeviennent abondantes. Donc là où on pensait que l'eau ne reviendra plus, l'eau est en train de revenir s'installer, occuper sa place. Donc s'il y a des maisons là-dedans, ça amène des inondations, les maisons tombent ou bien les maisons sont envahies par les eaux. Donc c'est vraiment dommage. Et vous estimez que ces inondations constituent une menace pour la sécurité alimentaire des Maliens sous les eaux? Et quelles solutions trouver selon vous pour assurer la sécurité alimentaire? Beaucoup de champs ont été inondés cette année aussi par ces vagues de pluie. Donc ça amène un déficit au niveau céréalier et autres, parce que des récoltes se sont vues englouties comme ça par les inondations. Nous pourrons vivre une insécurité alimentaire. Et pour corriger cela, c'est pas du tout facile. Il faudrait que l'État vienne en aide avec les partenaires internationaux et même le secteur privé aux victimes de ces inondations. Donc, c'est des aides d'urgence qu'il est nécessaire de faire et de prendre des précautions pour les années prochaines pour éviter de cultiver sur des marécages ou bien des endroits susceptibles d'être envahis par les eaux, mais aussi d'habiter dans des maisons susceptibles d'être sur des lits de fleuves ou bien de marigots. C'est vraiment déplorable ce qui arrive, mais si nous prévenons, on peut réduire les dégâts.
Ahmed Sekou Diallo, vous êtes le président de la plateforme nationale des acteurs de la société civile malienne pour le climat, l'environnement et le développement durable. Merci. La journée mondiale de l'énergie célébrée le mardi 22 octobre dernier, une journée observée alors que plus de 1,5 milliard d'habitants sur la planète sont privés d'électricité. C'est le cas dans le sud du Sénégal où plusieurs localités ne sont pas encore électrifiées. Abdounour, vous êtes le coordonnateur de l'antenne sud de l'ONG Enda Énergie. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'accès à l'énergie, toujours problématique dans le monde rural. Faites-nous le point selon vos données. Quelles sont les localités les plus touchées? C'est le monde rural où on a encore un accès très faible pour ce qui est de l'électricité. En parlant d'énergie, il y a l'électricité, mais il y a aussi les autres combustibles domestiques par ailleurs. Et nous savons que des localités qui sont dans les profondeurs sont les localités les moins loties en la matière. Et des régions comme Kolda, Kédougou, Sédhiou, Tambacounda, donc ce sont les régions les moins loties en termes d'accès, parce que c'est des régions aussi qui sont relativement les plus enclavées. Ça affecte également l'économie, si on peut l'exprimer ainsi. En tout cas, l'accès à l'électricité reste un défi majeur pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Et là, beaucoup d'initiatives, certes, sont en cours, sont déployées pour développer le maillage du territoire national, pour faciliter l'accès à l'électricité des collectivités, mais aussi d'autres technologies, d'autres sources telles que les énergies renouvelables aussi sont déployées avec les mini-centrales solaires et les grandes centrales également d'injection sur le réseau, et aussi solaires et éoliennes. Néanmoins, quand même, il reste encore beaucoup de défis encore pour l'accès, notamment pour les populations rurales particulièrement. Il y a le défi de l'accès, mais il y a aussi le défi de la cherté, parce que quoi qu'on puisse dire, l'électricité est encore et reste jusqu'à aujourd'hui très cher pour les citoyens sénégalais. Et cela est fondamental pour que l'énergie puisse jouer pleinement son rôle. Il faudrait que le coût soit encore plus abordable et plus compétitif pour pouvoir stimuler l'économie. Le Sénégal est doté de plusieurs sources d'énergie renouvelables et fossiles, notamment le pétrole. Quelle exploitation de toutes ces richesses de sorte que l'accès universel aux services énergétiques puisse être une réalité? On a annoncé les ressources fossiles, que ce soit le pétrole et le gaz, qui a même démarré. Mais les Sénégalais également attendent beaucoup de ces ressources-là qui sont produites chez nous. Ça sera, je ne sais pas, des dividendes, mais en tout cas des conditions ou des facilitations que les uns et les autres vont ressentir. Et nous pensons que c'est à travers des réformes structurelles et la structuration de nos entreprises nationales qu'on pourra y arriver. En premier, c'est la Sénélec, il y a Petrosen et autres. Pour nous, il faudrait que ces entreprises puissent être soient cotées en bourse, quand même à l'image des autres grandes entreprises à l'international, pour pouvoir aussi profiter aux Sénégalais, que les Sénégalais soient actionnaires dans ces entreprises-là, que ces entreprises ne puissent plus avoir de problèmes d'investissement ou autres, mais que leur investissement ou leur ristourne et bénéfices puissent retourner aussi à Sénégalais. Abdounour, coordonnateur de l'antenne sud de l'ONG Enda Énergie, basée à Kolda, région dans le sud du Sénégal. Merci. Au Ghana, les défenseurs de l'environnement s'alarment face à la destruction des forêts, mais surtout des cours d'eau par l'exploitation illégale de l'or appelé localement galamsey. Ils dénoncent, je cite, un génocide environnemental. La hausse du prix de l'or sur le marché ces dernières années a intensifié l'exploitation illégale de l'or. Cela intervient alors que des manifestations à l'appel de la société civile ont eu lieu dans le pays en début du mois d'octobre pour demander au gouvernement de mettre fin à l'exploitation illégale de l'or. Plus de précisions de Alpha Aboubakar.
Les défenseurs ghanéens de l'environnement mettent d'abord en exergue l'impact de l'exploitation illégale de l'or sur les forêts du pays. Ils indiquent que les zones densément boisées sont celles qui concentrent le plus grand nombre de sites illégaux d'exploitation de l'or, ce qui n'est pas sans conséquence sur le couvert végétal, mais aussi les terres agricoles, précisent-ils. Les cours d'eau sont également de plus en plus affectés, poursuivent-ils, en donnant pour exemple le fleuve Pra, l'un des plus grands du pays. Il est pollué par d'épais résidus jaunâtres qui, selon eux, proviendraient des sites d'exploitation illégaux d'or. Une pollution qui menace les ressources halieutiques du fleuve. D'autres rivières seraient également empoisonnées par les résidus de mercure utilisés dans l'extraction de l'or. Les eaux de plusieurs rivières et lacs sont de plus en plus impropres à la consommation et à d'autres usages selon des écologistes ghanéens. Pour les défenseurs ghanéens de l'environnement, au-delà de l'agriculture et la pêche, c'est la survie des populations vivant près des zones d'exploitation illégale de l'or qui est menacée. Sur les 16 régions du Ghana, 7 sont touchées par des activités minières illégales, selon le patron de la commission forestière du pays. Au mois de septembre dernier, la commission forestière du Ghana a lancé une campagne de sensibilisation contre l'exploitation illégale de l'or. À l'appel de la société civile, des manifestations contre l'exploitation minière illégale ont eu lieu dans la capitale Accra il y a quelques semaines. Réprimés par la police, plusieurs manifestants ont été arrêtés. Et c'est cet élément d'Alpha Aboubakar qui boucle ce numéro de Planétaire. Merci de l'avoir écouté. À la présentation, Mustapha Diakité, émission que vous pouvez réécouter sur notre site www.wadr.org. Merci également à nos radios partenaires. Planétaire revient la semaine prochaine, mais d'ici là, portez-vous bien dans un environnement sain.